Toujours sur le volet sécuritaire, l'ancien ministre des Affaires étrangères, vous le connaissez très bien, Oui, Assoumi Massoudou, c'est ça son nom, qui ne oui. cesse de prendre d'assaut les plateaux télé, notamment en France, pour menacer de retour au pouvoir de Mohamed Bazoum, même par la force. En fait, pour lui, il maintient la nécessité d'une intervention militaire. Je reprends ces mots, il n'y a pas une alternative à l'opération militaire pour sauver le Niger. Comment les Nigériens perçoivent cette agression, en fait, ces menaces venant de leurs propres compatriotes? À se demander si celui-ci, ce compatriote, est vraiment un patriote. Parce qu'un compatriote qui est patriote ne va jamais oser proposer à ce qu'on attaque son pays pour réinstaller je ne sais qui. On est toujours en alerte et on est aussi logique avec nous-mêmes. On sait très bien que cette attaque n'aura pas lieu parce qu'il n'y a aucune chance que cette attaque ait lieu pour qu'ils gagnent, pour qu'ils obtiennent vraiment gain de cause. Vu que la personne qu'ils veulent libérer, la personne qu'ils veulent protéger, c'est l'ex-président Mohamed Bazoum. Donc, celui-ci est détenu par les militaires. Donc, je ne vois pas pourquoi ils vont se hasarder d'attaquer le Niger alors que celui-ci est détenu et ils savent très bien qu'ils ne l'auront pas. Ça, c'est la première logique. Maintenant, il faut savoir que le peuple nigérien reste en alerte constante. Vous avez vu les manifestations, il y a même eu des enrôlements de Les jeunes, citoyens, oui, oui, des tout à fait. citoyens au niveau du stade général et aussi dans les différentes régions du Niger pour l'engagement pour la sauvegarde de la patrie. Tout simplement, c'est pour montrer à la face du monde que nous sommes en alerte constante, nous sommes déterminés. Et pour ce qui est de la communauté française, parce qu'en dehors des troupes militaires, ça c'est des soldats, de l'ambassadeur qui a été déclaré persona non grata, je sais qu'au Niger, il y a aussi la communauté française, c'est-à-dire des Français qui sont arrivés au Niger ou qui vivent au Niger tranquillement comme tout le monde. Est-ce que ceux-là aussi sont menacés ou ils vivent tranquillement? Vous savez, il faut pas que les médias mainstream internationaux euh, arrivent toujours à manipuler les esprits des gens. Au Niger, les peuples, les Français ont toujours bien vécu, ils n'ont jamais été agressés. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut avoir une preuve selon laquelle on a agressé des Français tout simplement parce qu'ils sont Français. Non, on vit en parfaite harmonie avec ces gens parce que nous avons toujours été un peuple accueillant, nous avons toujours été un peuple harmonieux. Donc, ce fait de dire qu'ils ont rapatrié leurs compatriotes parce qu'ils sont en danger, c'est totalement une absurdité vu que jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas prouver qu'on ait agressé leurs ressortissants. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur Telar TV, bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de Savoir qui porte sur le Niger. Avec moi sur ce plateau, Lamine Maïga Moulaye, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja Niger. Bonjour Maïga. Bonjour, Monsieur Christian. Merci Maïga, plus qu'un plaisir de vous avoir encore sur Telar TV. Nous allons parler du Niger comme je l'ai annoncé. Et dans un premier temps, si vous pouvez nous dire quelle est actuellement la situation globale du Niger, en rapport bien sûr, hein, le changement de régime intervenu le 26 juillet dernier. D'abord sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que ça donne? Y a-t-il des avancées? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci de l'opportunité que vous m'offrez de parler sur cette chaîne. Alors, il faut savoir que depuis cette révolution, qui n'est pas un coup d'État, c'est une révolution, la crise sécuritaire, on a beaucoup d'avancées sur le problème sécuritaire. Bien sûr, avant même les événements du 26 juillet, il y avait une certaine accalmie au niveau des attaques terroristes. Mais là, ce qu'on constate, c'est une avancée qui est plutôt positive parce que nos forces armées sont en train de contre-attaquer et d'avoir des victoires. Donc, on parle notamment de centaines de terroristes tués et neutralisés, comme pour employer le langage approprié. Et on a aussi des animaux qui sont les animaux qui viennent voler dans les villages qui sont vraiment repris et qui sont ramenés à leurs propriétaires. Donc, il y a vraiment une avancée parce que là, on est vraiment sur une phase d'offensive. Et vous avez vu les dernières infos avec le Burkina Faso, on a des collaborations
à travers lesquels aujourd'hui il y a même eu des forces burkinabées qui sont déployées au Niger dans le cadre d'une collaboration militaire entre les deux pays. Donc il y a beaucoup d'avancées et la situation sécuritaire est assez stable. Les Nigériens reprennent confiance. Et lorsque vous parlez des avancées, c'est-à-dire il y a une récupération de certains territoires, c'est ça? Bon, je ne parlerai pas de récupération de certains territoires parce que là, c'est trop tôt de parler de ça, mais l'armée est à l'offensive. Donc, on est dans cette logique de vraiment récupérer tous les territoires, de vraiment chasser les terroristes des villages qu'ils prennent à chaque fois, qu'ils essaient de contrôler, bien sûr, parce qu'il y a des villages qui sont contrôlés pratiquement à moitié où les terroristes viennent, ils font leur loi, ils prennent des dîmes, ils taxent les villageois. Donc vraiment, on n'est plus dans cette logique-là, on est dans la logique de contre-attaquer, de récupérer tout ce qui a été pris par ces terroristes et de les pourchasser jusqu'à leur dernier terreau. Alors, dans son point de presse, le Premier ministre Lamine Zeine est revenu sur les attaques du Niger par des djihadistes, disait-il, qui avaient été libérés par les partenaires du Niger, sans citer le nom de ces partenaires. Est-ce qu'on peut en parler? De quels partenaires faisait-il allusion, selon vous? Eh bien, le partenaire logique que vous connaissez, c'est la France. C'est la France le partenaire logique que nous connaissons. Donc, à notre grande surprise, ceux qui se disent les protecteurs du Niger, ceux qui sont venus nous aider à bien sûr régler ce problème de terrorisme au Niger, se sont permis parce que tout simplement il y a une situation qui ne leur est pas favorable de libérer des terroristes. Et ces terroristes sont partis planifier des attaques contre les forces armées nigériennes. Ce qui est malheureux, cela est vraiment déplorable parce que on ne s'attendait pas vraiment à cela. Mais personnellement, nous ne sommes pas surpris parce que nous savons très bien que ce n'est pas la raison officielle avancée qui a amené les forces françaises ici. C'est tout simplement parce que le Niger est un pays non seulement géostratégiquement bien placé, et aussi un pays très riche. Donc, ils ont libéré des forces terroristes qui ont attaqué les forces armées nigériennes et cela est quelque chose qui a choqué le peuple nigérien. Donc, Et ils ont est-ce que montré. lorsque vous parlez de la France, c'est vous qui le dites, y a-t-il des éléments concrets, des éléments de preuve qui démontreraient que ces sont Vous les savez, on djihadistes croit à libérés ce que par la nos France? autorités disent. On croit à ce que nos autorités disent. Aujourd'hui, ces autorités qui sont là, le nouveau gouvernement, nous avons totalement confiance. Donc, s'ils ont fait un communiqué officiel pour dire à la population nigérienne et à la communauté internationale ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont des preuves. Et nous, on n'est pas ce n'est pas notre rôle d'aller chercher les preuves sur le terrain. Ce que nos autorités disent, on a confiance en elles parce qu'elles nous représentent. Donc, c'est une vérité et les preuves seront avancées, bien sûr, très prochainement. Alors, toujours sur le volet sécuritaire, une information donnée par la radio-télévision du Niger faisait état des uniformes militaires de l'armée burkinabé qui auraient été retrouvés dans une fourgonnette appartenant à un Français. C'est au niveau de l'ambassade de France que cela se serait passé. Est-ce que vous avez beaucoup plus d'informations là-dessus? Qu'est-ce que ça donne? De quoi s'est-il agi concrètement? Par rapport à cela, nous étions aussi stupéfaits que les personnes à l'extérieur parce que nous nous sommes dit, mais comment se fait-il qu'on retrouve des tenues de militaires burkinabés au niveau de l'ambassade française? Cela n'a aucun sens. Normalement, cette ambassade qui est là, c'est pour représenter la France au Niger, mais comment se fait-il que des tenues burkinabés, de l'armée burkinabé se retrouvent là-bas? Donc, on est revenu sur cette logique de se dire qu'ils ont toujours cette intention de vouloir nous attaquer, de vouloir nous surprendre. Ou encore, la deuxième hypothèse, c'est de se dire qu'ils veulent s'aimer une zizanie pour peut-être créer un conflit ou une mésentente entre nos deux pays qui ont une très bonne relation, le Burkina Faso et le Niger. Donc, on est resté vraiment dans cette logique, mais je pense que dans les prochains jours, on aura plus d'éclaircissements vu que la télévision nationale même n'a pas fait trop de commentaires là-dessus. Elle a juste passé l'information. Donc, on attend de voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Bien sûr, il y a quelques commentaires sur le net. Chacun peut donner son avis. Il y a aussi des journalistes qui se sont permis d'essayer déjà de défendre cette position de la France. Mais nous, on est vraiment dans la logique d'attendre aujourd'hui les résultats de l'enquête qui est menée par nos autorités compétentes.
Alors, nous savons également que la CEDEAO n'a pas abandonné, évidemment, son projet d'agression, il faut appeler ça comme ça, militaire, sur le Niger. Est-ce que le spectre de la violence continue à planer sur le Niger et comment la population en vit-elle ce spectre maintenant là? Est-ce qu'elle se dit, bon, finalement, c'est fini, c'est passé, il n'y aura plus rien, ou elle est toujours dans, disons, comme qui dirait, en alerte? On est toujours en alerte et on est aussi logique avec nous-mêmes. On sait très bien que cette attaque n'aura pas lieu parce qu'il n'y a aucune chance que cette attaque ait lieu pour qu'ils gagnent, pour qu'ils obtiennent vraiment gain de cause. Vu que la personne qu'ils veulent libérer, la personne qu'ils veulent protéger, c'est l'ex-président Mohamed Bazoum. Donc, celui-ci est détenu par les militaires. Donc, je ne vois pas pourquoi ils vont se hasarder d'attaquer le Niger alors que celui-ci est détenu et ils savent très bien qu'ils ne l'auront pas. Ça, c'est la première logique. Maintenant, il faut savoir que le peuple nigérien reste en alerte constante. Vous avez vu les manifestations, il y a même eu des enrôlements de Les jeunes, citoyens oui, oui, des tout à fait. citoyens au niveau du stade général et aussi dans les différentes régions du Niger pour l'engagement pour la sauvegarde de la patrie. Tout simplement, c'est pour montrer à la face du monde que nous sommes en alerte constante, nous sommes déterminés. Même si on sait qu'il y a une petite probabilité que cette attaque ait lieu, il y a très peu de probabilités, on reste quand même en alerte parce que le pays est menacé et quand vous êtes menacé, vous vous préparez. Comme on dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Donc nous sommes aux aguets, nous sommes en attente, nous sommes toujours en alerte et les brigades devaient continuer sur les différents ronds-points si vous l'avez constaté. Là, actuellement, le peuple nigérien, à chaque fois qu'on dit qu'il y a une mobilisation, il sort massivement. Résultat, on a vu la dernière manifestation qui a eu lieu au niveau de l'escadrille, du rond-point escadrille, là où se trouve la base militaire française, illégalement installée au Niger, donc pour toujours contester la présence de ces bases françaises. Toujours sur le volet sécuritaire, l'ancien ministre des Affaires étrangères, vous le connaissez très bien, Oui, Assoumi Massoudou, c'est ça son nom, qui ne oui. cesse de prendre d'assaut les plateaux télé, notamment en France, pour menacer de retour au pouvoir de Mohamed Bazoum, même par la force. En fait, pour lui, il maintient la nécessité d'une intervention militaire. Je reprends ces mots, il n'y a pas une alternative à l'opération militaire pour sauver le Niger. Comment les Nigériens perçoivent cette agression, en fait, ces menaces venant de leurs propres compatriotes? À se demander si celui-ci, ce compatriote, est vraiment un patriote. Parce qu'un compatriote qui est patriote ne va jamais oser proposer à ce qu'on attaque son pays pour réinstaller je ne sais qui. Il faut savoir que M. Assoumi, c'est quelqu'un qui, depuis fort longtemps, a l'habitude de ses interventions bizarres dans les médias et surtout à l'international. Il est connu pour ça, mais nous, en tant que Nigériens, on n'était pas aussi stupéfaits de ce qu'il est en train de faire, vu que nous connaissons très bien son arrogance. Il faut savoir que ce gars, cet ex-ministre des Affaires étrangères, est trempé dans un scandale de 200 millions, de 200 milliards, notamment le dossier Uranium Gate. Donc, nous, on n'a pas de leçon à recevoir de sa part. Il parle surtout à chaque fois des manifestants que l'on regroupe, il parle de l'achat des consciences parce qu'il dit que on paye les manifestants pour les regrouper. Mais en réalité, il est en train de révéler la stratégie que eux-mêmes ils utilisaient avant quand ils voulaient venir au pouvoir et quand ils sont venus au pouvoir, parce que c'est cet argent du peuple qu'ils sont en train de voler, c'est cet argent qu'ils utilisent pour acheter la population, pour qu'il y ait plus de personnes au niveau de leur meeting. On se rappelle très bien que à leur époque, parce qu'elle est dépassée maintenant, il y avait des scandales de matelas achetés à plus de 400 000 francs, de bols de café achetés à plus de 11 000 francs. Il y avait un dossier de plus de 70 milliards du ministère de la Défense. Mais pourquoi M. Assoumi ne s'est jamais permis de critiquer cela? Pourquoi M. Assoumi n'a jamais n'a jamais été clair sur le dossier? Vous êtes en train de parler des pratiques de surfacturation hein, dans les... Des pratiques de surfacturation, des pratiques de corruption. On voit des personnes comme Assumi et leurs enfants qui se baladent dans des gros bolides alors que nous, la population, on sait très bien qu'elle est super pauvre. Donc cela est vraiment en totale contradiction avec ce que M. Assumi dit.
Et ce qu'il faisait quand il était là, aujourd'hui, il est en train de, ce qu'il critiquait, ce qu'il reprochait aux autres, il est en train de faire totalement la même chose. La même chose. Donc, actuellement, on se dit que ce gars n'a pas de légitimité. Cet ex-ministre n'a vraiment pas de légitimité. Moi, je vois juste une personne déçue qui n'arrive pas à accepter qu'ils ont perdu le pouvoir, qui ne se rend pas à l'évidence et qui continue à faire ses critiques parce que tout simplement, elle se sent protégée là où elle est. On se rappelle qu'il est toujours en clandestinité, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut prendre ces menaces juste comme étant une stratégie pour empêcher évidemment la réussite de la transition actuelle au Niger? Et pourquoi est-ce qu'on irait dans ce sens-là? On voudrait étouffer évidemment cette transition, selon vous? Eh bien, cette transition, c'est une refondation que nous voulons faire. Donc, il faut comprendre que ils peuvent avoir des initiatives, bien sûr, pour essayer d'empêcher à ce que ça marche bien. Mais le peuple est aussi debout, le peuple ne dort pas. Donc, toutes les mesures sont en train d'être prises pour que des personnes comme ça ne puissent pas vraiment entacher notre révolution. Donc, nous marchons la tête haute et nous sommes déterminés. Donc, ils peuvent faire des critiques, ils peuvent faire des manigances, ça ne peut pas manquer. De toute façon, le peuple nigérien est prêt et je pense que les autorités actuelles sont très vigilantes par rapport à cela. Tout à l'heure, vous parlez des manifestations que vous organisez et que derrière, bon, certains verraient derrière ces manifestations une certaine instrumentalisation ou l'achat de conscience. On donnerait de l'argent aux jeunes pour que qu'ils prennent la rue. Comment est-ce que vous y prenez Il sur faut ces savoir, manifestations? Qui les finance concrètement? il faut Peut-être qu'on savoir que va pas dévoiler les stratégies, mais on peut nous dire comment ça s'organise, puisque certains médias, il faut le dire, certains experts estiment que derrière ces manifestations, il y a de l'argent injecté pour doper les jeunes à rester dans la rue tous les jours. ces médias qui parlent comme ça, qui ont toujours des propos infantilisants, bien sûr, c'est des médias qui agissent pour leurs intérêts, c'est pour l'intérêt de leur pays. Mais nous aussi, on agit pour nos intérêts. Il faut savoir que les manifestations, je ne vais pas bien sûr dévoiler toutes les stratégies, mais elles sont organisées à travers des appels à manifester. Des appels à manifester sur les réseaux sociaux, des appels à manifester, des petites sensibilisations. On arrive vraiment à mobiliser beaucoup de personnes. Et il y a de bonnes volontés aujourd'hui qui injectent de l'argent pour qu'on puisse nourrir ces manifestants, pour qu'on puisse leur procurer le minimum possible pour qu'ils puissent continuer vraiment à manifester. C'est un combat pour le peuple, c'est un combat pour le pays, c'est un combat pour la souveraineté de la patrie. Donc c'est normal. Rien qu'hier nuit, je regardais les infos, j'ai vu quelqu'un qui s'était décidé à donner comment on appelle, des vivres avec lesquels on va nourrir les manifestants. Il y a beaucoup de bonnes volontés qui financent ces manifestations parce que tout simplement, elles se sentent aussi concernées par ce problème. Donc, les personnes épargnées par le problème de la pauvreté, elles permettent aujourd'hui au peuple de manifester et de réclamer ses droits pour que demain, on puisse vraiment tous avoir de meilleures conditions. Et c'est là aussi la solidarité que ça a éveillé en nous. Donc, on a aussi des mouvements de soutien qui se sont créés un peu partout. On a vu même les plus petits villages, les plus petits hameaux du Niger ont fait des déclarations, les communes ont fait des déclarations pour dire on soutient le CNSP. Donc, vraiment, c'est une preuve palpable que aujourd'hui vous lancez un appel à manifester, vous aurez beaucoup de personnes. On avait vu celle du stade, le stade était rempli, plein à craquer. Et les autorités aussi ne sont pas à l'aise parce qu'elles passent tout le temps, par exemple au niveau de l'escadrille où les gens manifestent et ils passent la nuit pour manifester et demander le départ des bases militaires françaises. Les autorités passent pour saluer le peuple, pour l'encourager et lui dire de ne pas lâcher prise. Alors finalement, oui, cela a créé un élan de solidarité, c'est ce que vous êtes en train de dire. De plus en plus, ils sont nombreux dans la rue, à prendre d'ailleurs le rond-point que vous avez Le rond-point débaptisé, le escadrille. rond-point, voilà. Mais est-ce que tout ce monde-là, c'est des Nigériens qui vivent à Niamey ou bien ils viennent de partout dans le pays? Effectivement, l'appel qui avait été lancé était un appel dans lequel tous les Nigériens qui pouvaient se déplacer pour venir au niveau du rond-point Escalerie devaient faire le déplacement. Donc, il y a des populations, il y a des personnes qui sont venues d'ailleurs, il y a des personnes qui sont venues des autres grandes villes, il y a des personnes qui ont quitté des départements. Vraiment, de toutes les localités, on a des personnes de tous les recoins du Niger qui sont venues pour manifester. Et ça,
ça montre encore toujours la solidarité que cela a éveillé au Niger. Alors, parlons donc de l'économie. Je sais que le Niger, il faut peut-être le rappeler, est sous un régime de sanctions injustes et criminelles, là tout le monde le dit. Il frappe pratiquement tous les domaines ou presque de la vie du pays, les sanctions imposées par la CEDEAO. Comment les Nigériens vivent-ils ces sanctions et quelles sont les perspectives? Voici pratiquement plus d'un mois qu'on est sous ces sanctions. Comment vivent-ils ces sanctions? Eh bien, il faut savoir que déjà, il y a beaucoup d'administrations qui fonctionnent pratiquement à moitié à cause de ces sanctions et les différentes institutions qui ont leur financement qui vient de l'extérieur ou bien qui s'approvisionnent de l'extérieur sont à peu près bloquées. Donc, nous arrivons quand même à vivre avec parce que les Nigériens se sont préparés psychologiquement et les autorités aujourd'hui, les autorités en place prennent toutes les mesures pour vraiment maintenir l'équilibre. On n'a pas de paiement de salaire qui s'est arrêté. Avec les différents opérateurs économiques, on arrive à trouver des consensus pour vraiment pour que les prix ne montent pas en flèche. Euh, Au niveau des frontières, bien sûr, ça se discute parce que le Bénin, le Niger, le Nigeria, c'est des pays qui ont des frontières à peu près bizarres, vu qu'il y a des villages qui sont au Niger et au Nigeria. Bien sûr, on va dire que les frontières sont fermées et que, comment on appelle, officiellement, les frontières sont fermées, mais officieusement, il y a des entrées et des sorties. Ça, on ne peut pas l'empêcher, il y a toujours des échanges. Donc, le peuple nigérien arrive à survivre, le peuple nigérien vit et malgré les coupures d'électricité, malgré toutes les sanctions économiques qui ont été imposées, les salaires sont payés. Et rien qu'hier, on a parlé des salaires des contractuels qui ont été payés. Et ça, c'est un vieux dossier qu'ils sont venus trouver et auquel ils ont apporté une solution pour le moment. Et je rappelle surtout que sur ce dossier, on s'était rendu compte qu'il y avait des salaires fictifs qui étaient versés à hauteur de 100 millions de francs CFA chaque mois. Cela équivaut à des milliards. Cela prouve encore à quel point ces personnes se sont Vous êtes organisées. en train de dire des salaires fictifs Salaire fictif, versés à hauteur oui, de c'est 100 une millions information par mois officielle. sous le régime Bazoum. Oui, c'est une information officielle des salaires fictifs pendant plus de 2 ans. Quand ils ont calculé, ça a donné des milliards. Tout à l'heure, lorsque vous répondiez, vous aviez abordé aussi, mais de manière un peu superficielle, la question de l'électricité. En parlant bien sûr de l'économie. Alors, nous savons que l'économie, c'est rien d'autre que la transformation de l'énergie. Et le problème de l'énergie se poserait avec acuité au Niger. Et la fois dernière, ça avait été coupé. Je sais également que l'énergie, ou comme qui dirait l'électricité, est pour une société moderne ce que l'air est pour la vie. Est-ce qu'il y a eu une amélioration dans ce sens, notamment au niveau de l'électricité? Alors, pour le problème d'électricité, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes fournis en majorité, en grande partie, par le Nigeria voisin. Donc, on sait tous que le Nigeria a coupé son électricité, mais là, actuellement, la situation est stable parce que nous avons de plus en plus d'électricité et de moins en moins de coupures. Il y a toujours des coupures, bien sûr, parce que la stabilité ne peut pas revenir comme ça, mais vraiment, le problème de l'électricité, on arrive à gérer cela ici au Niger. Donc, il y a des anciens générateurs qui ont été vraiment réactivés, réallumés. Donc, je pense que d'ici peu, le problème de l'électricité sera résolu. De toutes les Donc, manières, ce pardon, n'est pas la priorité pour les Pardon, Nigériens. Moulay. Ça veut dire que jusque-là, le Nigeria a coupé son électricité, n'a plus jamais rétabli. En tout cas, officiellement, il n'y a aucune information qui nous dit que le Nigeria a rétabli son électricité. Peut-être superficiellement, ça, je ne peux pas l'affirmer, mais officiellement, il n'y a aucune information qui dit que le Nigeria a ramené l'électricité. Alors, il y a un autre volet que nous allons aborder. Il porte sur, bon, la diplomatie, c'est vrai, mais aussi la sécurité toujours. C'est que nous apprenions que Washington a redéployé ses hommes vers le nord du Niger, se séparant bien entendu de la France, parce qu'avant, ils avaient une mission commune. Et ma question, c'est de savoir, mais au fait, au Niger, il y a plusieurs bases militaires.
j'allais dire, américaine, française, peut-être allemande aussi, c'est ce que j'ai cru lire. Mais qu'est-ce qui fait que le Niger s'en prenne seulement à la France? Alors, il faut savoir que le Niger ne s'en prend pas seulement à la France. Nous, on a réclamé, on réclame toujours le départ de toutes les bases militaires. Maintenant, il faut savoir que c'est l'impact des bases militaires françaises, et c'est les bases militaires françaises plutôt qui ont le plus d'impact et qui ont le plus d'hommes ici au Niger. Donc, les Américains, bien sûr, vous connaissez leur politique. Les Américains agissent uniquement pour leurs intérêts. Ils ne sont pas amis avec un autre État. Donc, nous, on a bien compris, on a trouvé ça normal que les Américains se départissent vraiment de la France pour redéployer leurs forces au niveau d'Agadez. Bien sûr, on parle même du fait que les Américains vont réduire leurs troupes qu'ils appellent les troupes non essentielles pour réduire l'effectif au Niger. Donc tout cela reste dans une logique stratégique. Mais avec les Américains, c'est une base de drones. C'est une base de drones uniquement et je pense que c'est quelque chose avec lequel on peut profiter, bien sûr, en revoyant les différents accords qu'on a eu à signer avec eux pour revoir le partenariat. Maintenant, ceux qui nous ont frustrés le plus, c'est la France. Ils sont allés trop loin jusqu'à libérer des terroristes pour qu'ils attaquent nos forces militaires. Donc là, actuellement, je pense que le peuple nigérien a déjà une victoire vu que les forces militaires françaises vont quitter le territoire et des négociations sont déjà entamées avec nos autorités pour voir dans quelle logique et comment ils vont se retirer progressivement. Avez-vous une idée sur les échéances? Quand est-ce que les troupes françaises pourront quitter le territoire nigérien? On n'a pas vraiment une idée exacte de quand est-ce qu'elles vont quitter, mais il faut savoir que ce sera le plus tôt possible et le plus rapidement possible. C'est ce qu'exige le peuple et je pense que c'est ce que le CNSP veut, vu que le CNSP est là pour suivre les aspirations du peuple nigérien. Mais du côté de Paris, on parle juste d'une partie de ces troupes-là, pas la totalité. Ça veut dire qu'il y aura encore sur le sol nigérien quelques soldats français qui vont rester. Le peuple nigérien ne l'acceptera pas. Bien sûr, ils ne vont pas tous partir en même temps, vu qu'ils ont du matériel énorme ici au Niger. C'est quand même beaucoup d'années de résidence au Niger. Mais il faut savoir que nous exigeons le départ de toutes les troupes françaises et elles vont partir progressivement, bien sûr. Si elles parlent du fait que c'est une partie qui va partir, bien sûr, c'est pour ne pas affirmer leur échec diplomatique flagrant ici au Niger et aussi leur échec sur le plan sécuritaire de la lutte antiterroriste, donc qui est remis en cause et qui a fait qu'aujourd'hui, le peuple nigérien ne veut plus d'eux sur son territoire. Donc c'est pour vraiment ne pas affirmer cela et je pense que progressivement, ils vont retirer leurs troupes et nous allons avoir notre territoire, nous allons avoir notre champ libre pour mener notre combat comme nous le voulons. Il y a comme une sorte de confusion lorsqu'on parle du départ de la France, entre guillemets, notamment les troupes françaises, mais aussi l'ambassadeur qui avait été déclaré persona non grata, qui, je crois qu'il est encore au Niger. Pourtant, son immunité avait été levée. Il est toujours au Niger, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'il y a une preuve qui prouve que l'ambassadeur de France est au Niger? Mais revenons sur cela. Cela prouve aujourd'hui la politique diplomatique médiocre que la France mène ici en Afrique. Donc, nous, on ne peut pas comprendre que les relations sont tissées entre deux États. C'est des relations entre deux États et la Convention de Vienne est claire sur cela. Et vous dites que vous n'allez pas retirer votre ambassadeur. Eh bien, il n'a plus d'immunité diplomatique, donc tout ce qui lui arrivera, la France sera tenue pour seul responsable de tout ce qui lui arrivera. Je pense qu'il faut être naïf pour penser que vous pouvez maintenir une personne non désirée dans un pays qui n'est pas le sien. Donc, M. Emmanuel Macron a voulu prendre cette décision en prenant le risque de mettre en péril la vie de son ambassadeur, eh bien, il la sera tout seul. Donc, je pense que de toute façon, l'ambassadeur français va quitter, vu qu'il n'est même plus reconnu, ce n'est même plus l'ambassadeur français, c'est M. Sylvain Ité, tout simplement. Mais est-ce que quelques personnes l'aperçoivent quand même dans les rues de Niamey? Il circule quand même? Nous n'avons pas vu ce monsieur
nous n'avons pas vu et nous n'avons pas entendu quelqu'un qui dit l'avoir vu. Et moi, aujourd'hui, je peux même dire qu'on peut remettre en cause le fait qu'ils disent que cet individu se trouve toujours au Niger. Et pour ce qui est de la communauté française, parce qu'en dehors des troupes militaires, ça c'est des soldats, de l'ambassadeur qui a été déclaré persona non grata, je sais qu'au Niger, il y a aussi la communauté française, c'est-à-dire des Français qui sont arrivés au Niger ou qui vivent au Niger tranquillement comme tout le monde. Est-ce que ceux-là aussi sont menacés ou ils vivent tranquillement? Vous savez, il faut pas que les médias mainstream internationaux euh, arrivent toujours à manipuler les esprits des gens. Au Niger, les Français ont toujours bien vécu et n'ont jamais été agressés. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut avoir une preuve selon laquelle on a agressé des Français tout simplement parce qu'ils sont Français. Non, on vit en parfaite harmonie avec ces gens parce que nous avons toujours été un peuple accueillant, nous avons toujours été un peuple harmonieux. Donc, ce fait de dire qu'ils ont rapatrié leurs compatriotes parce qu'ils sont en danger, c'est totalement une absurdité vu que jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas prouver qu'on ait agressé leurs ressortissants. Donc, nous, on n'a pas de problème avec la population française parce qu'elle-même aujourd'hui, elle subit la politique médiocre d'Emmanuel Macron. Donc, nous, notre problème, c'est notre souveraineté. Il faut qu'on nous respecte et ce paternalisme, nous voulons en finir. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi le général Tchani, qui est le nouvel homme fort de Niamey, ne prête-t-il pas serment pour finalement assumer pleinement ses fonctions et de manière officielle? Le président de la République, qu'est-ce qui justifie cette hésitation? Ça fait quand même un mois, plus d'un mois. Cela est simple. Il faut comprendre que ce n'est pas la priorité actuellement. La communauté internationale, entre guillemets, bien sûr, cette communauté qui pense décider pour tout le monde, euh, peut penser ce qu'elle veut ou bien avoir des attentes. Mais les attentes prioritaires sont les attentes du peuple nigérien. Et le peuple nigérien ne pense pas aujourd'hui à cela. Actuellement, la priorité, c'est de faire partir les bases françaises, c'est d'avoir une économie stable, c'est vraiment de redresser les différentes institutions, c'est de faire la refondation. Donc, la prestation de serment ou pas, le président est là et le CNSP travaille. Donc, c'est quelque chose qui est secondaire parce que je pense que c'est parce que le CNSP n'a pas jugé utile aujourd'hui de faire cette prestation de serment parce que tout simplement, on a des priorités, on a des urgences qui sont là et il faut d'abord résoudre ces problèmes avant d'aller vers cette prestation de serment. Je reviens aussi sur le fait de dire que le coup d'État est un élément régresseur. Non, le coup d'État n'est pas forcément un élément régresseur. Si on étudie l'histoire des différents mouvements sociaux qui sont passés, il faut comprendre on va comprendre que un mouvement social, quand il est là, personne ne peut l'arrêter. Ce fut le cas au Mali, au Burkina Faso, et c'est le cas du Niger. Bien sûr, le cas du Gabon est un cas exceptionnel que l'on peut se permettre de mettre entre guillemets. Mais les régimes militaires ne sont pas forcément des régimes qui font régresser un pays. Jerry Rawlings, Thomas Sankara et même Seyni Kounché ici au Niger euh, ont fait une gestion formidable. Ils ont réussi à redresser leur pays. Aujourd'hui, avec Assimi Goïta, avec Ibrahim Traoré et avec le général Abdraman Chani, c'est notre attente, c'est ce que nous, on veut voir. Là, je peux vous dire qu'on assiste à une mort de la démocratie à l'occidental en Afrique. On est en train d'assister à une naissance d'une démocratie à notre manière, à notre vision. Donc, penser que les Nigériens ne peuvent pas, ou les Africains ne peuvent pas avoir un système propre à eux, un système réfléchi sur leur réalité, c'est vraiment nous infantiliser. Donc, actuellement, nous sommes sur la voie de la refondation, du redressement et de l'appropriation de ce qui nous appartient. Alors, une inspiration de dernière minute, c'est sur l'économie. Apparemment, le Premier ministre parlait également d'une dette de plus de 5 000 milliards, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce stade? 5 000 milliards et dans le même temps, c'est le pays, dirait-on, De la parmi les planète, plus pauvres du monde. on le dit, de la planète. Mais vous imaginez ce scandale? Nous étions tous scandalisés.
le peuple nigérien a été scandalisé à l'idée qu'on lui dise qu'il était endetté à hauteur de plus de 5200 milliards. Mais vous imaginez, en 2011, la dette nigérienne était à peu près 2 milliards. Et là, on vous parle de 5200 milliards. Mais cela ne m'étonne pas dans la mesure où, à chaque conseil des ministres, le régime déchu prenait des décisions et donnait des marchés publics qui étaient faramineux et où on ne voyait pas de résultats. Je me rappelle très bien d'un marché qui m'avait sidéré parce que tout simplement, ils ont donné un marché de 1 milliard 700 millions de francs CFA pour juste entretenir des tentes marocaines qui avaient été construites à la hâte au niveau de l'université Abdou Moumouni du Niamey pour que les étudiants puissent étudier avant la construction, la finalisation des différents amphithéâtres. Donc, c'est des choses comme ça qui ont amené, il y a aussi la surfacturation, bien sûr, qui ont amené à ce qu'on ait une dette de 5200 milliards. Quand on prend des dettes, c'est pour vraiment développer le pays, c'est pour développer quelque chose. Mais quand on n'a pas de résultats, c'est normal que le peuple soit scandalisé. Et là, actuellement, c'est pour ça que le peuple est plus que jamais déterminé à ce que ces personnes soient traquées et qu'elles soient vraiment jugées et que justice soit faite au peuple nigérien. Là, l'économie sera redressée et on va chercher vraiment des solutions alternatives, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur le plan de l'agriculture, que ce soit avec l'élevage. Nous avons beaucoup de potentialités. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons beaucoup de ressources minières. On a aussi le pétrole, on a l'uranium. C'est des choses que l'on peut rentabiliser et je pense que le remboursement de ces dettes ne va pas poser problème si on arrive à trouver cette stabilité économique. Merci Maïga Moulay d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, j'ai été très heureux de vous avoir encore reçu sur TLR TV et probablement qu'on reviendra encore pour suivre la situation du Niger. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo et de partager au maximum cette émission. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera du bien. On se retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre et pourquoi pas dans la même ambiance. Merci.